Dès la fin des années 1990, une vague d'expatriation pour l'éducation des enfants a commencé à déferler. De nombreux pères, pour le bien de leur famille, sont restés seuls en France pour gagner de l'argent, devenant ce qu'on pourrait appeler des pères courage. En janvier 2003, au cœur de cette triste réalité sociale, Didier Moreau a quitté ce monde. Lorsqu'il fut découvert à ses côtés, ne se trouvait qu'une bouteille de vin rouge entamée des somnifères et une photo de sa famille. Les voisins ont témoigné qu'il souffrait beaucoup de la solitude, vivant loin des siens. Les enquêteurs, se basant sur ces éléments, ont conclu l'affaire comme le suicide d'un père esseulé. La vie d'un homme qui avait tout sacrifié pour sa famille fut ainsi résumée par 3 mots morts par solitude. Mais Didier Moreau lui savait. Il avait pressenti sa propre mort et avait souscrit une dernière assurance pour sa fille. Ce n'était pas une police d'assurance rapportant de l'argent. C'était une retransmission en direct de sa propre mort livrée avec 7 ans de retard. En 2010, lorsqu'un Walkman se mit à jouer depuis une boîte de souvenirs, sa fille n'en crut pas ses oreilles. La voix d'un présentateur de journal télévisé, sortant d'une cassette grésillante, le journal de 20h ce 13 janvier. À cette heure précise, qui indiquait exactement l'heure estimée du décès, quelqu'un d'autre se trouvait dans l'appartement. La capsule temporelle laissée par un mort, et à l'intérieur le visage hideux d'une cupidité sordide. Quel était le dernier message que ce père avait voulu transmettre à sa fille au péril de sa vie? L'histoire de ce jour-là commence maintenant. Le 24 décembre 2010, la veille de Noël, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle grouillait d'une foule dense de voyageurs rentrant au pays. Lorsque les portes du terminal des arrivées s'ouvrirent, Chloé Moreau inspira profondément l'air glacial de l'hiver. Ouf, enfin en France. Chloé murmura ces mots en expirant un nuage de buée blanche. L'odeur de la terre française qu'elle foulait pour la première fois en 7 ans était à la fois piquante et nostalgique. Remontant le col de son manteau, elle monta dans un bus en direction de Paris. Le 14e arrondissement, ça fait si longtemps. Elle eut un sourire amer en regardant défiler les paysages parisiens à travers la vitre. Bien qu'elle soit Chloé Moreau, 26 ans de retour après avoir obtenu son master en gestion à Boston, son cœur n'était pas entièrement à la fête en se dirigeant vers l'appartement de sa grand-mère maternelle. Au bout d'une petite rue du 14e, devant un vieil immeuble en pierre de taille, marqué par le temps, Chloé s'arrêta. Est-ce que ma grand-mère a beaucoup vieilli ? Alors qu'elle appuyait sur la sonnette d'un doigt tremblant, elle entendit des bruits de pas lents de l'autre côté. Qui est-ce ? La voix de sa grand-mère, filtrant à travers la porte, lui serra la gorge. « Mamie, c'est moi, c'est Chloé. » À peine Chloé eut-elle répondu que la lourde porte s'ouvrit en grand. Simone Leclerc, le visage ridé, baigné de larmes, saisit brusquement les mains de Chloé. « Oh, ma petite Chloé, tu as tellement grandi. Mon Dieu, mamie, tu allais bien pendant tout ce temps. Tu n'as pas eu de problème de santé. » Chloé serra fort sa grand-mère dans ses bras. Son dos semblait bien plus frêle qu'il y a 7 ans, une sensation poignante au bout de ses doigts. Une fois dans le salon, les 2 femmes se réchauffèrent avec une tisane au citron, tout en se racontant les années passées. Après un long moment de conversation, Simone Leclerc se leva en s'appuyant sur ses genoux. « Chloé, attends une petite minute. Ta mère m'a laissé des affaires de ton père en me demandant de les garder. » Simone se dirigea vers la cave au fond du couloir. Au mot « père », le cœur de Chloé se serra. Le souvenir douloureux de n'avoir pu assister à ses funérailles 7 ans plus tôt, contrainte par sa mère de rester aux États-Unis, refit surface. Voilà, c'est resté là dans un coin de la cave, pendant 7 ans. Simone déposa péniblement une boîte en carton recouverte d'une épaisse couche de poussière. D'une main tremblante, Chloé déchira le ruban adhésif. La première chose qu'elle vit fut un vieux Walkman Sony à la peinture écaillée. « Mamie, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Chloé en prenant une cassette. « Je ne sais pas, ma chérie, je ne l'ai jamais ouverte. Ta mère m'a juste supplié de la conserver. » Comme hypnotisée, Chloé mit des piles dans le Walkman et y inséra la cassette. Lorsqu'elle appuya sur le bouton « Play », un grésillement se fit entendre, puis une voix à la fois familière et regrettée s'éleva. « I miss my family ». La prononciation était maladroite et hésitante, mais c'était sans aucun doute la voix de son père Didier Moreau. Sur la cassette, Didier répétait la même phrase encore et encore. « How are you doing, my daughter Chloé, tu vas bien ?» Des larmes longtemps contenues perlèrent et roulèrent sur les joues de Chloé. Elle comprenait seulement maintenant que son père tard le soir s'était battu seul avec l'anglais pour pouvoir converser avec sa fille. « Ton père t'aimait plus que tout au monde, tu sais. » Simone caressa le dos de Chloé avec un regard plein de compassion. Chloé essuya ses larmes et d'une main tremblante retourna la cassette pour jouer la face B.
Au début, on entendait ces tentatives maladroites d'apprentissage de l'anglais, puis l'ambiance changea radicalement. « Chloé, je vais t'enregistrer ma voix pour te raconter un peu comment je vais ces derniers temps. » La voix de Didier était devenue plus douce et affectueuse. Il avait commencé à enregistrer une lettre audio pour sa fille. Chloé, retenant son souffle, écoutait attentivement chaque mot de son père. En arrière-plan, on percevait faiblement le son d'une télévision, mais Chloé était si concentrée sur la voix de son père qu'elle n'y prêta pas vraiment attention. C'est à ce moment précis que le bruit métallique du verrou de la porte d'entrée se fit entendre. Pourquoi le virement de ce mois-ci est si faible ? Au son de la porte qui s'ouvre, le visage de Chloé se figea instantanément. C'était sans l'ombre d'un doute la voix de sa mère, Élodie Martel. « Élodie, c'est que les affaires au magasin ne marchent pas très bien en ce moment. » À la voix hésitante de Didier succéda un cri perçant. « Si ça ne marche pas, tu te débrouilles pour trouver l'argent. Comment on va payer les études et la vie de Chloé, dis-moi. » La voix d'Élodie était glaciale et tranchante comme une lame. Ce n'était pas la voix douce et aimante de la mère dont Chloé se souvenait. « À moins que la prime d'assurance ne tombe, à quoi bon vivre si tu es aussi incapable ?» Les doigts de Chloé devinrent blancs. La cassette continuait de tourner, mais Chloé n'entendait plus qu'un bourdonnement dans ses oreilles. « Mamie !» Chloé appela Simone avec des lèvres blêmes. Le jour de la mort de papa-maman était aux États-Unis, n'est-ce pas ? Simone fronça les sourcils, comme pour fouiller dans sa mémoire. « Il me semble oui, mais je crois aussi me souvenir que ta mère était venue en France plusieurs fois en urgence à cette époque. » « Quoi, c'est vrai ça ?» Chloé serra fort la main de sa grand-mère. « Vous êtes sûre maman est venue en France à ce moment-là ? Oh là là, c'est si vieux, ma mémoire me joue des tours. » Il me semble bien qu'elle a fait quelques allers-retours, oui. Simone secoua la tête, l'air incertain. Chloé se mit à fouiller frénétiquement dans la boîte. Sous un tas de cassettes, un vieux carnet à spirale tomba. Élodie est encore passée. Maintenant j'ai peur. La main de Chloé tremblait comme une feuille. C'était la dernière note écrite par son père quelques jours seulement avant sa mort. Le 27 décembre au matin, après avoir constaté que l'ancien immeuble de son père avait été démoli et reconstruit, Chloé se rendit au bureau d'accueil du public de la préfecture de police de Paris. « Mon père est décédé en janvier 2003. Didier Moreau. Pourrais-je savoir qui était l'inspecteur en charge de son dossier ?» L'agent de service l'air agacé tapota sur son clavier. « Janvier 2003. Didier Moreau. Classé comme mort par solitude, c'est ça. » L'agent fixa l'écran d'un air embarrassé. « C'était il y a 7 ans, il va falloir que je recherche dans les archives. Ça va prendre un peu de temps. » Chloé s'assit sur une chaise dans un coin et attendit 2 heures tapant nerveusement du pied. Finalement, l'agent l'appela une feuille à la main. L'inspecteur de l'époque était Bernard Lefebvre. Il est à la retraite maintenant. J'ai eu du mal, mais j'ai trouvé son numéro. Chloé prit le bout de papier avec le numéro et quitta précipitamment le bureau. La paume de sa main tenant le téléphone était moite. « Allô, monsieur Bernard Lefebvre. Je suis Chloé Moreau, la fille de Didier Moreau. » Un lourd silence s'installa à l'autre bout du fil. « Didier Moreau, l'affaire de Créteil en 2003, c'est bien ça. » La voix de Bernard Lefebvre était grave et posée. « Oui, c'est exact. Je vous appelle au sujet de mon père, j'aurais des questions à vous poser. Cette affaire, elle me pèse encore sur la conscience. » Le cœur de Chloé se mit à battre la chamade. « Que voulez-vous dire, qu'est-ce qui vous pèse sur la conscience ?» À l'époque, une voisine avait déclaré que sa femme venait lui rendre visite de temps en temps. Mais comme on nous avait dit que l'épouse était aux États-Unis, nous n'avons pas creusé davantage. Bernard Lefebvre soupira. « Voudriez-vous me rencontrer ? J'ai encore quelques documents en ma possession. » Le 28 décembre 2010, un vent glacial balayait Paris. Le rendez-vous était fixé devant une maison de retraite dans le 15e arrondissement. Alors que Chloé regardait autour d'elle, un homme aux cheveux blancs assis sur un banc se leva lentement. « Mademoiselle Moreau, c'est bien vous ?» demanda Bernard Lefebvre en sortant les mains de ses poches. L'inspecteur à la retraite de 62 ans portait une vieille veste sur des épaules voûtées par le poids des années. « Oui, monsieur Lefebvre, merci d'être venu par ce froid. » Chloé s'inclina respectueusement. Lefebvre souffla dans ses mains pour les réchauffer. « Inspecteur, non, je ne suis plus qu'un vieux du quartier maintenant. Il fait trop froid ici, allons dans le petit bistrot là, bas, on y sera plus au chaud. » Ils entrèrent dans un modeste bistrot attenant à la maison de retraite. À peine assis, Lefebvre sortit de sa veste une enveloppe en papier jauni et la posa sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Chloé, le regardant d'un air interrogateur. Lefebvre tripota l'enveloppe avec une expression amère. « Les photos de la scène de crime de l'époque et mon carnet de notes personnelles. »
Normalement, je n'aurais pas dû les garder, mais cette affaire m'est restée en travers de la gorge comme une arête de poisson pendant 7 ans. Lefebvre sortit de l'enveloppe quelques photos aux couleurs passées et un vieux carnet. Le regard de Chloé se porta naturellement sur les photos. L'intérieur de l'appartement où son père avait vécu ces derniers jours y était exposé sans phare. Sur le sol du salon, 2 bouteilles de vin rouge gisaient lamentablement, et sur la table, il y avait un verre à moitié rempli d'eau. Votre père a été découvert le 15 janvier 2003 vers 15 heures. Un voisin a signalé qu'il n'y avait aucun signe de vie depuis plusieurs jours. Lefebvre sortit des lunettes et ouvrit son carnet. L'heure du décès a été estimée entre la nuit du 13 et l'aube du 14 janvier. La cause du décès a été enregistrée comme un infarctus aigu du myocarde. Chloé se mordit la lèvre en scrutant les traces de son père sur les photos. Lefebvre pointa du doigt une autre photo, mais on a trouvé quelque chose d'étrange sur place. C'était un gros plan d'un verre transparent. La voix de Lefebvre se fit plus grave. On a détecté une forte concentration de somnifères dans ce verre. Au début, on a donc envisagé la possibilité d'un homicide et ouvert une enquête. Des somnies. Vous voulez dire que ça aurait pu être un meurtre ? La voix de Chloé tremblait légèrement. Lefebvre fronça les sourcils, l'air embarrassé. À l'époque, nous avons contacté votre mère. Elle nous a dit que son mari souffrait d'insomnie sévère et prenait régulièrement des médicaments pour ça. Comme elle était aux États-Unis, nous avons recueilli sa déposition par téléphone. C'est à cause de ce témoignage que la piste de l'homicide a été écartée. En entendant cela, Chloé frappa la table et s'insurgea. « C'est impossible. Mon père n'a jamais pris de somnifères. Jamais. » Lefebvre la fixa surpris. « Vous en êtes certaine. Il aurait pu en prendre sans que vous le sachiez. J'en suis certaine. Mon père détestait prendre des médicaments. Même pour une grosse grippe, il refusait de prendre le moindre cachet. » Devant l'assurance de Chloé Lefebvre, hocha lentement la tête. À ce moment-là, j'ai aussi senti que quelque chose ne collait pas. Une voisine avait affirmé que sa femme venait de temps en temps. « Qui est cette voisine ? Est-ce que je peux la rencontrer ?» Chloé se pencha en avant, le regard suppliant. Lefebvre regarda le plafond cherchant dans sa mémoire. Monique Dubois. À l'époque, elle habitait au même étage, au 12B. Avec le projet de rénovation, elle a dû déménager. Je ne sais pas si on pourra la retrouver. Il le faut. Inspecteur, aidez-moi s'il vous plaît. Chloé se leva d'un bond. Ils prirent immédiatement un taxi pour Créteil. Après quelques recherches, ils finirent par trouver l'ancien immeuble de Monique Dubois dans une ruelle près du marché de Saint-Mandé. Lorsqu'ils sonnèrent, une femme de 68 ans, Monique Dubois, ouvrit la porte, l'air méfiant. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Je suis la fille de Didier Moreau. Il habitait au 12A de l'immeuble à Créteil en 2003. Vous vous souvenez ? » Le visage de Monique Dubois se durcit instantanément. « Ah, ce monsieur ! J'ai été si choquée quand il est parti si soudainement. Madame, avant le décès de mon père, n'avez-vous rien remarqué d'étrange ? N'importe quoi, dites-moi tout. » Chloé saisit les mains rugueuses de Monique Dubois. Cette dernière, l'air embarrassée, détourna le regard et commença à parler. « Environ un mois avant sa mort, j'ai vu une jeune femme entrer et sortir de chez lui. » Une jeune femme, comment était-elle ? Le cœur de Chloé battait à tout rompre. Monique Dubois plissa les yeux, ravivant ses souvenirs. Elle était plutôt petite et portait un chapeau qui lui cachait le visage. Je ne l'ai pas bien vue, mais je l'ai vue plusieurs fois, pas seulement une ou deux. Lefebvre, qui écoutait à côté, s'avança avec un regard perçant. « Et n'auriez-vous pas vu un homme inconnu ? Un homme, je ne suis pas sûr. Mais il me semble l'avoir aperçu une fois tard dans la nuit, sortant d'une voiture avec elle sur le parking. » Les paroles de Monique Dubois laissèrent Chloé dans une confusion totale. Son père avait-il une maîtresse ? Cette femme était-elle vraiment sa mère ? Chloé remercia Monique Dubois et reprit la route avec Lefebvre. « Inspecteur, on m'a dit que le magasin de mon père était dans le coin. C'était dans une galerie marchande près de la sortie 3 du métro Créteil-Préfecture. Allons-y. » Ils se remirent en marche vers la galerie marchande. Chloé s'arrêta devant une ancienne papeterie. « Excusez-moi, monsieur, vous vous souvenez de Didier Moreau qui tenait un magasin de réparation d'électroménager ici en 2003 ?» demanda Chloé en entrant. L'homme d'âge mûr, assis derrière le comptoir, lisant son journal, leva la tête par-dessus ses lunettes. « Didier Moreau. Ah, ce brave homme. Son magasin était juste à côté du mien. Je suis sa fille. Je voudrais savoir comment il allait à l'époque. » Jean-Pierre Girard se leva et toisa Chloé de haut en bas. Le papetier de 58 ans, semblant se replonger dans ses souvenirs, claqua la langue. Sa fille. Ah oui, il était si fier de sa fille partie en Amérique. Monsieur, avant sa mort, n'avez-vous rien remarqué d'inhabituel chez mon père ?
Jean-Pierre Girard resta silencieux un instant, puis parla d'une voix lourde. « 1 semaine avant sa mort, il m'a soudainement annoncé qu'il allait fermer boutique. Il voulait brader tout son stock. Fermer boutique, mais pourquoi si soudainement ? Il disait qu'il n'en pouvait plus en soupirant à fendre l'âme. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il s'est contenté de sourire amèrement. La voix de Jean-Pierre Girard s'éteignit. Chloé sentit un poids sur sa poitrine. L'obscurité commençait à tomber sur la ville. Inspecteur, l'opérateur téléphonique, m'a dit que les archives de plus de 7 ans n'existent plus, dit Chloé, sortant de la boutique de l'opérateur l'air abattu. Lefebvre fouilla dans ses poches d'un air dépité. C'est alors que quelque chose lui revint en mémoire et ses yeux s'écarquillèrent. « Mademoiselle Moreau, attendez, je crois que j'ai oublié un détail. »« Oui, qu'est-ce que c'est ? À l'époque, j'avais demandé une vérification des registres d'entrée sur le territoire pour votre mère Élodie Martel. Et alors Y avait-il une trace de son entrée ? » Chloé serra plus fort son téléphone. Lefebvre serra le poing. La réponse est arrivée après que l'affaire a été classée. Comme l'autopsie a conclu à un infarctus, mes supérieurs m'ont ordonné de laisser tomber. Donc vous n'avez jamais vérifié si ma mère était en France à ce moment-là. Le bout des doigts de Chloé devint blanc. Lefebvre répondit d'une voix ferme. C'est exact. Les registres d'entrée et de sortie d'Élodie Martel, c'est par là qu'il faut recommencer. Si elle était en France à ce moment-là, l'histoire change complètement. Le 30 décembre 2010, contrastant avec l'ambiance festive de fin d'année dans les rues, l'atmosphère du bureau de l'immigration du ministère de l'Intérieur à Paris était lourde et froide. Chloé, un ticket à la main, attendait son tour en tapant nerveusement du pied. Après presque 1 heure d'attente, la sonnerie retentit enfin. Ticket numéro 154 au guichet. Chloé se leva d'un bond et se précipita au guichet tendant sa carte d'identité. « Je souhaiterais consulter les registres d'entrée et de sortie du territoire pour ma mère Élodie Martel pour les années 2002 et 2003. » L'employé, après avoir regardé son écran, secoua la tête d'un air indifférent. Seule la personne concernée peut consulter ces registres. Même pour la famille, une consultation par procuration est impossible. Mon père est décédé et je dois absolument savoir si ma mère était en France à ce moment-là. S'il vous plaît, je vous en supplie. Chloé insista d'un regard désespéré, mais l'employé inflexible ne quitta pas son écran des yeux. Quelle que soit la raison, le règlement interdit formellement la consultation par un tiers, sauf si vous avez un mandat officiel des autorités judiciaires. Chloé se mordit la lèvre jusqu'au sang et quitta le bureau dépité. Un vent d'hiver glacial lui cingla le visage. Au lieu de rentrer chez sa grand-mère, Chloé s'effondra sur une chaise dans un café en face. D'une main tremblante, elle sortit son téléphone et composa le numéro de sa mère en Virginie. « Allô, maman, c'est moi. Oh Chloé, tu es bien arrivée en France. Ta grand-mère va bien. » La voix d'Élodie était douce et affectueuse comme d'habitude. « Oui, tout le monde va bien. Maman, je peux te poser une question ?» dit Chloé en tripotant sa tasse de café froid. « Quand papa est mort, est-ce que par hasard tu es venue en France ?» Un silence étouffant s'installa à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce que tu racontes ? J'étais aux États-Unis à ce moment-là. J'étais avec toi, pourquoi me poses-tu une question aussi absurde ? C'est vrai, tu n'es pas venu du tout. Bien sûr que non. Pourquoi me demandes-tu ça ? Soudainement, il y a un problème. » La voix d'Élodie devint subtilement plus sèche. « Non, c'est juste qu'en triant les affaires de papa, je me suis posé la question. Chloé, à quoi bon remuer le passé ? Ton père est mort et les vivants doivent continuer à vivre. Arrête de te faire des idées et prends soin de toi. »« D'accord, maman, je raccroche. » Chloé mit fin à l'appel et posa son téléphone sur la table. Le léger tremblement qu'elle avait perçu dans la voix de sa mère ne fit qu'attiser ses soupçons. En sortant du café, Chloé retourna d'un pas lourd chez sa grand-mère. Elle s'enferma dans sa chambre et rouvrit le vieux carnet de son père. Elle tournait les pages une par une, lisant les tourments de son père. Sa main s'arrêta sur la page du 3 novembre 2002. Élodie a appelé furieuse me demandant pourquoi je changeais le bénéficiaire de l'assurance. Je lui ai dit que je voulais laisser cet argent à Chloé. Elle a hurlé me demandant si je souhaitais ma propre mort. J'ai peur. Les yeux de Chloé s'agrandirent. C'était la première fois qu'elle apprenait que son père avait tenté de changer le bénéficiaire de son assurance. Le lendemain matin, dès l'aube, Chloé alla voir sa grand-mère. Simone Leclerc sortit du fond d'une armoire une liasse de papier jauni. Ça, ce sont les papiers que j'ai eus en faisant la demande pour l'assurance après les funérailles de ton père. Je les ai gardés au cas où. Sur les documents, le nom de la compagnie Alliance Vie était clairement visible ainsi que celui du conseiller Philippe Lambert.
Chloé appela immédiatement le service client d'Alliance Vie pour retrouver la trace de Philippe Lambert. « Oui, madame. Monsieur Lambert travaille actuellement à notre agence de La Défense. » Chloé sauta dans un taxi et fonça vers La Défense. Arrivée à l'agence d'Alliance Vie, elle se précipita vers l'accueil. « Monsieur Philippe Lambert, s'il vous plaît, il s'occupait de l'assurance de mon père. » Quelques instants plus tard, un homme à l'allure soignée, âgé d'environ 47 ans, sortit d'un bureau. « C'est vous qui me demandez ? Bonjour. Je suis Chloé Moreau, la fille de Didier Moreau. Vous vous occupiez de son assurance en 2003, n'est-ce pas ?» Le visage de Philippe Lambert se figea. « Didier Moreau, je m'en souviens. J'ai été très surpris d'apprendre sa mort si soudaine. Monsieur, est-ce vrai que mon père a tenté de changer le bénéficiaire de son assurance avant de mourir ?» Philippe Lambert, embarrassé, regarda autour de lui. « C'est un peu délicat de parler de ça ici. Entrez s'il vous plaît. » Ils entrèrent dans un bureau vide au fond du couloir. Lambert ferma la porte, soupira et s'assit. « Votre père est venu me voir fin 2002. Il voulait changer le bénéficiaire de sa femme à sa fille. Il avait l'air très pressé. » « Et alors, pourquoi le changement n'a-t-il pas été fait ? Il manquait un document essentiel, un certificat de résidence ou quelque chose comme ça, car vous étiez à l'étranger. Votre père m'avait dit qu'il reviendrait avec le papier le 15 janvier. » Lambert baissa la tête, la voix brisée. « Il est décédé la veille de notre rendez-vous. » Les mains de Chloé se mirent à trembler. « Est-ce qu'il vous a dit autre chose, une raison ?» Philippe Lambert ferma les yeux un instant, se remémorant ce jour 7 ans plus tôt. « Votre père m'a dit, si je meurs, cet argent doit absolument revenir à ma fille, en aucun cas à ma femme. Pourquoi a-t-il dit ça ? Je lui ai posé la question, mais il n'a pas répondu. Son expression était juste, désespérée, comme s'il savait que quelque chose allait arriver. » Chloé, à bout de force, s'adossa à sa chaise. Son esprit était un chaos total. Et la prime d'assurance, finalement, qu'est-elle devenue ? Comme le changement de bénéficiaire n'avait pas été finalisé avant son décès, elle a été versée légalement au bénéficiaire initial, votre mère. 150 000 €. Chloé sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Le fait que sa mère ait vécu confortablement aux États-Unis avec cet argent lui était insupportable. D'un pas chancelant, elle quitta le bureau et retourna chez sa grand-mère. Elle se jeta sur le carnet de son père et le feuilleta frénétiquement. Son regard se figea sur la page du 15 décembre 2002. Un ami de la communauté française aux États-Unis m'a raconté. Le bruit court qu'Élodie est très proche d'un des piliers de leur église. L'église de la communauté francophone de Fairfax, a-t-il dit. D'une main tremblante, Chloé ouvrit le navigateur Internet de son téléphone. Elle chercha « Église de la communauté francophone de Fairfax » et tomba sur le site d'une église francophone située à Fairfax en Virginie. Les yeux injectés de sang, Chloé éplucha l'histoire et l'organigramme de l'église. Dans un coin du forum, elle trouva une photo de la fête de Noël 2002. Son cœur s'arrêta de battre. Sur la photo, sa mère, Élodie Martel, souriait radieusement bras dessus, bras dessous, avec un homme inconnu. Sous la photo, le nom Stéphane Laurent était clairement indiqué. Chloé nota ce nom dans son téléphone. À ce moment, son portable sonna bruyamment. « Allô, mademoiselle Moreau, c'est Jean-Pierre Girard, de la papeterie. » C'était le propriétaire du magasin qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt. Sa voix, à l'autre bout du fil, était étrangement tremblante. « Monsieur Girard, qu'y a-t-il ? En fait, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit l'autre jour. Ça me tracasse, je n'en dors plus. » Chloé retint son souffle. « De quoi s'agit-il ? On pourrait se voir. C'est un peu délicat par téléphone. J'arrive tout de suite. Où êtes-vous ? » À la boutique. Je fermerai et je vous attendrai. Chloé attrapa son manteau et sortit en trombe. Le 2 janvier 2011 au matin, contrastant avec l'ambiance joyeuse du Nouvel An, Chloé se tenait devant la papeterie de Créteil, le visage fermé. Elle poussa violemment la porte vitrée. Jean-Pierre Girard, derrière son comptoir, sursauta et se leva. « Vous voilà !» Son visage était encore plus sombre que la dernière fois. Il conduisit Chloé vers l'arrière-boutique et ferma solidement la porte en fer. « Monsieur Girard, pourquoi ne m'avez-vous rien dit la dernière fois ?» demanda Chloé d'une voix pleine de reproches. Girard s'assit lourdement sur une vieille chaise et soupira profondément. Didier m'avait fait jurer de ne jamais, au grand jamais, en parler à Chloé. Quoi, mais qu'est-ce que vous avez caché ? En 2003, votre mère est venue plusieurs fois au magasin de Didier. Pas 1 ou 2 fois, mais assez souvent. Je l'ai vue de mes propres yeux. Le cœur de Chloé sembla tomber dans ses chaussettes.
Ma mère, vous en êtes sûre, vous n'avez pas pu vous tromper. Au début, j'avais un doute. Mais un jour, en plein après-midi, j'ai vu votre mère devant le magasin de Didier avec un homme que je ne connaissais pas. Un homme, il était grand et portait des lunettes. Il discutait de quelque chose de très sérieux, ça m'a paru étrange. Girard se leva et d'une étagère poussiéreuse au fond de l'entrepôt sortit un boîtier de CD. À l'époque, je venais de m'acheter un appareil photo numérique pour faire de la pub pour le magasin. J'avais gravé les fichiers sur un CD au cas où. Heureusement, il est toujours là. Girard inséra le CD dans l'ordinateur du magasin. La machine démarra lentement dans un bruit de ventilation. D'un clic de souris, il ouvrit un dossier caché au fin fond du disque dur. Les yeux de Chloé restèrent rivés à l'écran. Sur l'écran, on voyait clairement sa mère Élodie Martel et un homme inconnu debout devant la modeste boutique de son père. L'homme grand, avec des lunettes à monture dorée, avait la main sur l'épaule de sa mère et lui murmurait quelque chose à l'oreille. « Vous savez qui est cet homme ?» demanda Chloé, en pointant l'écran d'un doigt tremblant. « Je ne l'ai jamais vu, mais quand j'ai montré cette photo à Didier, il est devenu blanc comme un linge. Et qu'est-ce que mon père a dit ? Il m'a supplié de garder le secret absolu sur tout, vice de Chloé. Et Girard s'arrêta un instant et déglutit. Et il m'a dit, si jamais il m'arrive quelque chose, promets-moi de donner cette photo à Chloé, juste quelques jours avant de mourir. » La main de Chloé se mit à trembler. Son père avait-il pressenti sa propre mort ? Pourquoi ne m'en avoir parlé que maintenant après 7 ans ? Parce que Didier me l'avait demandé comme une dernière volonté. Mais quand vous êtes venu vous-même chercher la vérité, j'ai senti que je ne pouvais plus me taire. Je suis désolé. Chloé, sans un mot, photographia l'écran avec son téléphone. Après un bref signe de tête à Girard, elle sortit en courant de la papeterie et appela immédiatement Bernard Lefebvre. « Inspecteur, c'est moi. J'ai une preuve cruciale. » « Quelle preuve ? Parlez-moi calmement. Ma mère était en France en 2003. J'ai une photo d'elle avec un homme inconnu. » À l'autre bout du fil, on entendit Lefebvre retenir son souffle. « J'ai un ancien collègue de confiance toujours en activité, Julien Fournier de la police judiciaire de Paris. Je vais lui demander conseil de manière non officielle pour l'instant. Avec cette nouvelle preuve, une enquête préliminaire pourrait être ouverte. Vraiment, c'est possible. Avec une nouvelle preuve aussi tangible, c'est possible. Nous avons maintenant un motif légitime pour une réouverture d'enquête. » Chloé rentra chez sa grand-mère, le cœur anxieux, attendant des nouvelles de Lefebvre. 5 jours interminables passèrent. Le 7 janvier, le téléphone sonna enfin. C'était Lefebvre. « Mademoiselle Moreau, nous avons les résultats. » Le cœur de Chloé battait à tout rompre. Élodie Martel est entrée en France à 4 reprises entre octobre 2002 et février 2003. 4 fois autant que ça. Sa dernière entrée date du 12 janvier 2003 et sa sortie du 14 janvier. Chloé sentit un voile blanc passer devant ses yeux et fut prise de vertige. L'heure de la mort de son père avait été estimée entre la nuit du 13 et l'aube du 14. La période de séjour de sa mère en France coïncidait avec une précision glaçante. « Inspecteur, je sais, j'ai tout raconté à l'inspecteur Fournier. Il m'a dit qu'il allait officiellement demander la réouverture de l'enquête. » Chloé faillit laisser tomber son téléphone. « Rencontrons-nous pour en parler. L'inspecteur Fournier souhaite vous entendre demain en tant que témoin. » Le lendemain matin, Chloé se rendit d'un pas lourd dans un bureau d'interrogatoire de la police judiciaire. L'inspecteur Julien Fournier, 38 ans, avait un regard perçant et une allure sobre et professionnelle. « Mademoiselle Moreau, mon collègue Bernard Lefebvre m'a exposé les grandes lignes de l'affaire. J'ai vu les registres d'entrée sur le territoire de mes propres yeux. Fournier étala un épais dossier sur la table. Le fait qu'Élodie Martel se trouvait en France le jour des faits est établi. Mais ce n'est pas suffisant. Pour prouver une accusation d'homicide, il nous faut des preuves matérielles plus solides. De quelles preuves avez-vous besoin ? On a retrouvé des traces de somnifères dans le verre sur la scène de crime. Il faut retrouver la provenance de ce médicament. » Fournier se leva l'air déterminé. « Je vais éplucher toutes les pharmacies de Créteil et des environs pour voir s'il y a une trace d'achat de somnifères entre le 12 et le 14 janvier 2003. Ce ne sera pas facile avec des archives de 7 ans, mais nous allons essayer. » Chloé s'inclina profondément. « Merci, inspecteur. Vraiment merci. Ne me remerciez pas encore. Il faut d'abord trouver quelque chose. » Dès ce jour, Fournier se lança dans une recherche acharnée des pharmacies de la zone de Créteil-Préfecture. La plupart avaient jeté ou perdu leur registre d'il y a 7 ans. Mais le 9 janvier, Fournier appela Chloé, la voix excitée. « Mademoiselle Moreau,
Connaissez-vous la pharmacie du Printemps, une vieille officine dans une ruelle derrière la station de métro? Non, jamais entendu parler. La pharmacienne Madame Boyer a la soixantaine. Elle est tellement méticuleuse qu'elle a conservé tous ses anciens registres manuscrits dans sa réserve. Le cœur de Chloé s'emballa. Vous avez trouvé quelque chose. Dans le registre de 2003, j'ai trouvé une mention d'achat en espèces de somnifères à la date du 12 janvier. Le 12 janvier, oui, le jour même de l'arrivée d'Élodie Martel en France. Chloé inspira brusquement. Qu'est-ce qui était écrit dans le registre? Madame Boyer a pour habitude de noter la raison de l'achat pour les somnifères à cause des risques d'abus. Ce jour-là, la note disait « Femme d'âge moyen pour l'insomnie de son mari ». Peut-on prouver que cette femme était ma mère? C'était il y a 7 ans, la pharmacienne ne se souvient pas du visage de la cliente. Mais les circonstances, la date et le motif correspondent parfaitement à Élodie Martel. Fournier marqua une pause. En rassemblant toutes les preuves que nous avons, nous pouvons passer à une enquête officielle. Je vais en référer à ma hiérarchie et nous allons convertir le statut d'Élodie Martel en suspect principal et entamer la procédure de convocation. Chloé ferma les yeux. L'horrible idée que sa mère ait pu tuer son père devenait une réalité tangible. Et il y a autre chose. La voix de Fournier se fit plus basse, plus confidentielle. L'homme sur la photo que M. Girard vous a donné, celui avec les lunettes. Nous avons terminé l'identification. Il s'appelle Stéphane Laurent et il était un membre actif de l'église de la communauté francophone de Fairfax en Virginie. Allez-vous l'interroger aussi? Nous avons vérifié ses registres de voyage également. Il est entré en France le 11 janvier 2003 et en est reparti le 15. Il a pratiquement pris le même vol qu'Élodie Martel. Chloé serra le poing si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Ils sont venus ensemble et sont repartis ensemble alors. C'est ce qu'il semble. Nous devons maintenant déterminer si Stéphane Laurent était un simple amant ou s'il a été plus profondément impliqué dans cette affaire. Après avoir raccroché, Chloé fixa le vide par la fenêtre. Le ciel nocturne était d'encre sans une seule étoile. Elle ne voulait pas suspecter sa mère, mais toutes les preuves semblaient converger vers une conclusion tragique. Le 15 janvier 2011, dans la salle de réunion de la brigade criminelle de Paris, l'atmosphère était lourde. L'inspecteur Julien Fournier posa un épais rapport sur la table, les lèvres pincées. C'était le moment où l'affaire de la mort de Didier Moreau passait officiellement de mort suspecte à suspicion d'homicide. Nous allons convoquer Élodie Martel en tant que témoin. Envoyer immédiatement une demande de coopération à l'ambassade américaine. Sur l'ordre sec du commissaire, Fournier hocha la tête et quitta la salle. Le même après-midi, Fournier confirma définitivement l'identité de l'homme sur la photo de Jean-Pierre Girard. La comparaison avec sa photo de passeport donna une correspondance à 99% avec Stéphane Laurent. Fournier appela immédiatement Chloé. Mademoiselle Moreau, nous avons vérifié une nouvelle fois en détail les registres de voyage de Stéphane Laurent. Oui, inspecteur, quels sont les résultats? Il est entré le 11 janvier 2003 et est reparti le 15. Comme Élodie Martel est arrivée le 12 et reparti le 14, leur période de séjour en France se chevauche parfaitement. Chloé se mordit la lèvre et laissa échapper un gémissement. Ils se sont donné rendez-vous pour venir, c'est certain. C'est ce qu'il semble. Nous devons absolument savoir si Stéphane Laurent était un simple amant ou un complice dans cette affaire. Il a été localisé aux États-Unis, nous avons demandé à la police locale de le retrouver. Après avoir raccroché, Chloé fixa son téléphone perdu dans ses pensées. Soudain, les mots de la voisine Monique Dubois lui revinrent en mémoire. Elle avait dit qu'elle pensait avoir vu un homme avec la femme au chapeau. Sans hésiter, Chloé prit un taxi pour Saint-Mandé. Elle sonna à la porte de Monique Dubois qui ouvrit peu après. « Oh, vous revoilà. Qu'est-ce qui se passe ?» Monique Dubois, l'air inquiet, fit entrer Chloé. « Madame, je suis désolée, mais puis-je vous poser une dernière question? C'est très important. » Chloé sortit son téléphone et afficha côte à côte la photo de Jean-Pierre Girard et la photo de passeport de Stéphane Laurent. « Avez-vous déjà vu cet homme, l'homme qui était avec la femme qui venait chez mon père à l'époque ?» Monique Dubois ajusta ses lunettes et examina attentivement les photos. Elle plissa les yeux, comme pour sonder désespérément sa mémoire d'il y a 7 ans. « La femme, je l'ai vue, c'est sûr. Mais l'homme, ma foi… » Monique Dubois secoua la tête incertaine. « Je ne sais pas trop. Je l'ai entrevu une fois tard le soir sur le parking, mais c'était si sombre, je n'ai pas bien vu son visage. Et sa carrure, sa taille, vous ne vous en souvenez pas. Il me semble qu'il était assez grand. Ah, ça fait 7 ans, c'est si flou. Je suis désolé.
Chloé, dissimulant sa déception, baissa la tête. « Ce n'est rien, merci. Si jamais quelque chose vous revient, s'il vous plaît, appelez-moi. » En quittant l'immeuble de Monique Dubois, Chloé appela immédiatement Bernard Lefebvre. « Inspecteur, vous souvenez-vous de l'endroit où ont eu lieu les funérailles de mon père ? C'était à l'église Saint-Christophe de Créteil, si je me souviens bien. » Pourquoi cette question soudaine ? Je me demandais si le prêtre qui a célébré la messe à l'époque était toujours là. Je veux trouver le moindre indice. Eh bien, c'était il y a 8 ans. Vous devriez vous renseigner au secrétariat de la paroisse. Poussée par un maigre espoir, Chloé se rendit à l'église. Au secrétariat, elle apprit avec surprise que le père Joseph Durand, qui avait célébré la messe funéraire en 2003, était toujours en service. « Pourrais-je rencontrer le père Joseph un instant ?» Peu après, un prêtre aux cheveux blancs, âgé d'environ 70 ans, entra dans le bureau avec un sourire bienveillant. « En quoi puis-je vous aider, mon enfant ? Bonjour, mon père. Je suis la fille de Didier Moreau. On m'a dit que vous aviez célébré sa messe d'enterrement en 2003. » Le visage du père Joseph s'assombrit instantanément. « Ah, Didier, notre frère, je m'en souviens. Sa mort fut si soudaine et il était si seul. C'était bien triste. Mon père, vous souvenez-vous de qui était présent à l'enterrement ? » Le père Joseph fixa le vide un instant, ravivant ses souvenirs. Il y avait quelques voisins et des commerçants du quartier, mais il y a un détail étrange qui me marque encore. Un détail étrange. Qu'est-ce que c'est ? Sa femme n'a pas montré le bout de son nez. On m'avait dit qu'elle était à l'étranger, mais il est rare qu'une épouse ne vienne pas aux funérailles de son mari. Le bout des doigts de Chloé se mit à trembler. Ma mère n'est pas venue aux funérailles ? Non. Et vous non plus. C'était un enterrement sans famille proche, ce qui le rendait encore plus pénible. Chloé ferma les yeux. Le souvenir de sa mère lui disant au téléphone, la voix brisée, de ne pas venir refit surface. « Tu es en plein milieu de ton semestre, les allers-retours vont perturber tes études. Ton père aurait voulu que tu termines tes études. » Elle avait insisté lourdement. Et quelques jours plus tard, « J'ai reçu un appel international de votre mère, » continua prudemment le père Joseph. « Un appel de ma mère, oui, et c'était vraiment étrange. Si peu de temps après la mort de son mari, il n'y avait aucune trace de chagrin ou de larmes dans sa voix. Que vous a-t-elle dit ? Elle m'a posé des questions très précises sur les démarches pour toucher l'assurance. Ou obtenir le certificat de décès, à qui envoyer les documents quand l'argent serait versé, d'un ton très administratif et calme. Le visage de Chloé se glaça. « Merci mon père, merci beaucoup de m'avoir parlé. » En sortant de l'église d'un pas chancelant, Chloé appela l'inspecteur Fournier d'une main tremblante. Lorsqu'elle lui rapporta le témoignage choquant du père Joseph, Fournier laissa échapper un lourd soupir. Les preuves circonstancielles convergent toutes vers la même personne. Les préparatifs pour la convocation d'Élodie Martel sont presque terminés. Il ne reste plus qu'à la faire venir. 2 jours plus tard, le 20 janvier, un événement inattendu se produisit. Élodie Martel, sans prévenir, monta dans un avion pour la France. À son arrivée à Roissy, à peine sortie du terminal, elle se présenta volontairement à la police qui semblait l'attendre. Au même moment, un court SMS arriva sur le téléphone de Chloé. « Chloé, c'est maman. Je suis venue en France pour dissiper ce malentendu. Voyons-nous. » Chloé resta un long moment à fixer l'écran, le téléphone à la main. Presque aussitôt, un appel urgent de l'inspecteur Fournier arriva. « Mademoiselle Moreau, vous avez entendu, votre mère s'est présentée d'elle-même. Elle est actuellement en interrogatoire. Que dit-elle ? Quelle est son excuse ? Elle a admis être revenue en France à ce moment-là. Mais elle prétend que son mari avait l'air si malade qu'elle s'est inquiétée et est venue le voir en secret juste pour repartir. C'est tout. Ce mensonge absurde. Quant à Stéphane Laurent, elle a balayé l'affaire d'un revers de la main, affirmant qu'il n'était qu'une connaissance de l'Église, qu'ils ne se sont jamais vus en France et n'ont aucune relation. Chloé serra les dents à s'en faire grincer. C'est un tissu de mensonges, c'est absolument impossible. Je le sais, mais sans preuve matérielle irréfutable, nous ne pouvons pas la pousser plus loin. Attendons de voir comment l'enquête progresse. Après avoir raccroché, Chloé regarda le paysage nocturne de Paris défiler par la fenêtre. Elle ne comprenait pas ce qui avait poussé sa mère à venir en France de son plein gré. Était-elle sincère en voulant dissiper le malentendu, ou était-ce une autre comédie pour échapper au filet de la justice ? Le cœur de Chloé était consumé par l'incertitude. Le 22 janvier 2011, une tension palpable régnait dans les bureaux de la brigade criminelle. L'inspecteur Julien Fournier tapotait du doigt sur le bureau où reposait la déposition d'Élodie Martel, plongée dans ses pensées.
Un témoignage incohérent, un regard fuyant et surtout 7 ans de silence, tout cela titillait son instinct de policier. Ça ne sent pas bon. C'est un scénario trop classique, murmura Fournier pour lui-même, en remplissant une demande d'expertise pour l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Une analyse du rapport d'autopsie de Didier Moreau de 2003 et une analyse chimique approfondie des résidus dans le verre retrouvé sur place. Avec ça, on devrait avoir la réponse. Le rapport d'analyse de l'IRCGN, arrivé 1 semaine plus tard, fut un choc. Fournier le lut les yeux tremblants. Concentration de somnifères dans le sang de Didier Moreau au moment du décès niveau létal. De plus présence d'un composant spécifique qui, en réaction avec l'alcool, provoque une détresse respiratoire. Au bas du rapport, une phrase en rouge était soulignée. Dose estimée à plus de 3 fois la posologie thérapeutique habituelle pour l'insomnie. Fournier appela Chloé en urgence. « Mademoiselle Moreau, nous avons les résultats de l'expertise. Pouvez-vous parler ? » ?»« Oui, inspecteur. » »« Quels sont les résultats ? » ?»« La quantité de somnifères détectée dans le sang de votre père est plus de 3 fois supérieure à la dose normale. Ce n'est pas une quantité qu'on peut ingérer par accident. » La respiration de Chloé devint haletante. Alors, quelqu'un le lui a fait prendre de force. La probabilité qu'il ait pris une telle quantité de son plein gré, surtout avec de l'alcool, est proche de 0. La suspicion d'homicide est désormais confirmée. Chloé, serrant le récepteur, prit une décision. « Inspecteur, j'ai quelque chose pour vous. Sur la face B de la cassette audio de mon père, il y a un enregistrement. » « Une cassette audio, qu'est-ce qu'il y a dessus ? » Au début, je pensais que c'était juste des exercices d'anglais, mais au milieu de l'enregistrement, la porte s'ouvre et le son de la télévision du salon a été enregistré en même temps. Le son de la télévision, oui, on entend très clairement la voix du présentateur dire « Le journal de 20h ce 13 janvier ». Juste après, ma mère entre et se met à crier. Je pense que ma mère était dans l'appartement cette nuit-là. Pouvez-vous me l'apporter immédiatement, cela pourrait devenir une preuve capitale. À peine l'appel terminé, Chloé se précipita chez sa grand-mère pour récupérer la cassette qu'elle avait cachée au fond d'une armoire. Dans le taxi qui la menait à la préfecture de police, son cœur battait à se rompre. Arrivée au bureau d'enquête, Chloé tendit la cassette à Fournier d'une main tremblante. La voici. Je pense que c'est un enregistrement fait par mon père alors qu'il s'exerçait en anglais juste avant de mourir. Je la transmets immédiatement au service d'analyse acoustique. Il faut prouver scientifiquement que c'est bien la voix d'Élodie Martel. 3 jours plus tard, le 25 janvier, les résultats de l'analyse vocale arrivèrent sur le bureau de Fournier. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres en lisant le rapport. La voix féminine sur la cassette et celle d'Élodie Martel correspondent à 97,3%. Aucune échappatoire possible. Fournier se leva d'un bond et s'exclama « Changez le statut d'Élodie Martel en mise en examen. Émettez un mandat d'amener immédiatement. » Cet après-midi-là, Élodie Martel, le visage blême, était assise dans la salle d'interrogatoire. Fournier, sans un mot, appuya sur le bouton « Play » du lecteur de cassette. « Pourquoi le virement de ce mois-ci est si faible ? Si ça ne marche pas, tu te débrouilles pour trouver l'argent. Comment on va payer les études et la vie de Chloé, dis-moi » Le cri perçant déchira le silence de la salle. Le visage d'Élodie devint livide, ses lèvres se mirent à trembler. « À moins que la prime d'assurance ne tombe. À quoi bon vivre si tu es aussi incapable, hein ?» Fournier appuya sur stop et foudroya Élodie du regard. « Cette voix, c'est bien la vôtre, n'est-ce pas ?» Élodie détourna le regard et secoua vivement la tête. « Non, ce n'est pas ma voix, c'est un montage. » Fournier jeta violemment le rapport d'expertise sur la table. « Voici le rapport d'expertise vocale. Il conclut à une correspondance de 97,3% avec votre voix. Allez-vous continuer à nier ?» Les yeux d'Élodie s'agitaient cherchant une issue. Elle se mordit, la lèvre resta silencieuse un long moment, puis baissa la tête et changea de version. « C'est vrai, je suis revenue en France. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est mon mari qui a pris les médicaments de lui-même. De lui-même une telle quantité. Mon mari était en dépression profonde. Il disait tous les jours qu'il voulait mourir, que sa vie était un enfer. Si je suis revenue en secret, c'était pour l'en empêcher. » De grosses larmes se mirent à couler des yeux d'Élodie. Mais je n'ai pas réussi à l'arrêter. C'est à cause de cette culpabilité que je n'ai pas pu en parler à Chloé, que j'ai gardé ce secret pendant 7 ans. Croyez-moi, Fournier croisa les bras et la dévisagea avec suspicion. Existe-t-il un dossier médical officiel prouvant que Didier Moreau a été diagnostiqué dépressif ? Il n'allait pas voir de médecin, mais les symptômes étaient bien là.
Il ne dormait plus, ne mangeait plus. Pouvez-vous le prouver ? Élodie se tut et baissa la tête. Fournier sortit de la salle et appela Chloé qui attendait dans le couloir. Mademoiselle Moreau, votre mère prétend que votre père souffrait d'une grave dépression. Pourriez-vous obtenir ces dossiers médicaux ? Une dépression, mon père ne prenait même pas de médicaments pour un rhume, je vais vérifier. Chloé se rendit immédiatement au cabinet médical de Créteil, où son père se rendait de son vivant. Je voudrais une copie complète du dossier médical de Didier Moreau de 2000 à 2003. En parcourant les documents qu'on lui remit, les mains de Chloé tremblaient de colère. Nulle part il n'était fait mention d'un suivi psychiatrique ou d'une prescription de somnifères. Seules quelques prescriptions pour un traitement contre l'hypertension apparaissaient de temps à autre. Chloé, serrant les dossiers médicaux, retourna à la préfecture de police. « Inspecteur, regardez, mon père n'a jamais été soigné pour une dépression, ni reçu de prescription pour des somnifères. Tout ce que ma mère a dit est un tissu de mensonges. » Fournier examina attentivement les dossiers et hocha la tête. Effectivement, uniquement des médicaments pour l'hypertension. Aucune trace d'antidépresseurs ou de somnifères. Fournier rassembla les documents et se leva l'air résolu. Avec ce dossier, l'enregistrement de la cassette et le rapport d'autopsie de l'IRCGN, je vais procéder à l'arrestation immédiate d'Élodie Martel. Le 28 janvier, des menottes froides se refermèrent sur les poignets d'Élodie. Dès son arrestation, elle demanda à voir son avocat et se mura dans le silence. Fournier sortit dans le couloir et appela Bernard Lefebvre. « Bernard, Élodie Martel est arrêtée. Elle est en garde à vue. Bien joué, Julien. Tu as fait un excellent travail. » Et ce complice présumé Stéphane Laurent, où en est-on ? La suspicion de complicité est très forte. Un mandat d'arrêt international a été émis. Il a été localisé aux États-Unis. Le FBI va nous aider à le récupérer bientôt. À l'autre bout du fil, Lefebvre poussa un profond soupir de soulagement. 7 ans. Si seulement j'avais été plus méticuleux à l'époque, ça n'aurait pas pris autant de temps. Ce n'est pas ta faute, Bernard. Ils ont été très habiles pour cacher leur jeu. Le vrai travail commence maintenant. Après avoir raccroché, Fournier regarda par la fenêtre. Un vent d'hiver glacial soufflait, mais la vérité sur cette affaire commençait enfin à briser sa coquille de glace. Le 3 février 2011, grâce à une coopération étroite avec Interpol, Stéphane Laurent, arrêté en Virginie, fut extradé vers la France via l'aéroport de Roissy. Menotté montant dans le fourgon de police, son visage était dissimulé par un chapeau et un masque, mais son anxiété était palpable. L'atmosphère dans la salle d'interrogatoire de la police judiciaire était pesante. L'inspecteur Julien Fournier fixa Stéphane Laurent en s'asseyant en face de lui. « Monsieur Laurent, quelle était exactement votre relation avec Élodie Martel ?» Stéphane Laurent détourna le regard et secoua la tête. « Quelle relation ? Nous étions de simples connaissances, membres de la même église, rien de plus. » Fournier ricana et sortit une photo de son dossier, la jetant sur la table. C'était la photo cruciale prise par Jean-Pierre Girard 7 ans plus tôt. Regardez cette photo, prise en janvier 2003 devant le magasin de Didier Moreau. Vous semblez très proche d'Élodie Martel. Les pupilles de Stéphane Laurent se mirent à trembler violemment. Et voici les registres de voyage. Fournier asséna le coup de grâce avec un autre document. Vous êtes entré en France le 11 janvier 2003 et reparti le 15. Élodie Martel est arrivée le 12 et reparti le 14. Une coïncidence de date de séjour pour le moins troublante. Est-ce aussi une coïncidence ? Stéphane Laurent se mordit la lèvre jusqu'au sang. Avouez, quelle était votre relation avec Élodie Martel ? Après un long silence, Stéphane Laurent laissa échapper un profond soupir et commença à parler. Nous étions amants. Depuis quand ? Depuis le début de l'année 2002. Nous nous sommes rencontrés à l'église et nous nous sommes rapprochés. Fournier se pencha en avant, augmentant la pression. Pourquoi êtes-vous venu en France avec Élodie Martel en janvier 2003 ? Quel était votre but ? Élodie, Madame Martel m'a dit qu'elle allait faire signer les papiers du divorce à son mari. J'étais inquiet pour elle et je voulais en profiter pour visiter Paris, ça faisait longtemps. Visiter Paris, vous voulez que je croie ça ? Oui. Élodie m'avait promis qu'une fois son affaire réglée, on visiterait la ville ensemble. Fournier, exaspéré, tapota la table du doigt. Monsieur Laurent, où étiez-vous et que faisiez-vous dans la nuit du 13 janvier 2003 ? Le visage de Stéphane Laurent se figea. J'étais à mon hôtel. Seul. Oui, seul. Fournier sortit son atout-maître, une vieille feuille de papier tirée de son dossier. Lors de la perquisition de votre domicile, nous avons trouvé vos factures téléphoniques de 2003 dans votre cave. Vous êtes du genre conservateur apparemment.
Les yeux de Stéphane Laurent s'écarquillèrent de terreur. Sur cette facture, on voit un appel international de 7 minutes vers un numéro français le 13 janvier 2003 à 23 heures. Ce numéro est celui de l'appartement du défunt Didier Moreau. Vous étiez seul à l'hôtel, alors pourquoi appeler chez quelqu'un d'autre ? Stéphane Laurent resta muet. De quoi avez-vous parlé pendant cet appel ? Si vous ne dites pas la vérité, vous serez inculpé pour complicité. Stéphane Laurent ferma les yeux. Après un long silence, il parla d'une voix tremblante. C'est Élodie qui a appelé. Elle m'a dit « c'est fini. On part demain matin par le premier vol. C'est fini. » Je pensais qu'elle voulait dire que l'accord de divorce avait été conclu. Fournier se renversa sur sa chaise et croisa les bras. L'heure du décès de Didier Moreau est estimée entre la nuit du 13 et l'aube du 14. Le moment où Élodie Martel vous a appelé pour dire que c'était fini coïncide de manière glaçante. Le visage de Stéphane Laurent devint livide. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je pensais juste qu'elle avait obtenu la signature pour le divorce. Vraiment, vous ne saviez absolument pas qu'Élodie Martel avait tué son mari. Non, je le jure. Plus tard, quand j'ai appris la mort de Didier Moreau, j'ai trouvé ça étrange. Mais je me suis convaincu qu'Élodie n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Fournier eut un sourire glacial et se leva. Monsieur Laurent, il semble que vous ayez au moins eu connaissance des faits après le crime. Ce sera au procureur de décider si vous êtes coupable de recel de malfaiteur ou de complicité. Le 10 février, le parquet mit Élodie Martel en examen pour assassinat. Stéphane Laurent, faute de preuves de participation directe au meurtre, fut laissé en liberté sous contrôle judiciaire en attendant la suite de l'enquête. Peu après, le procès s'ouvrit en présence de Chloé. Le procureur de la République présenta la cassette audio fournie par Chloé comme preuve principale. L'accusée Élodie Martel a dans la nuit du 13 janvier 2003 fait boire à son mari Didier Moreau de l'alcool contenant une dose létale de somnifères provoquant sa mort par empoisonnement aigu. L'avocat de la défense s'opposa immédiatement. Objection. Cette cassette a pu être endommagée ou malicieusement montée. Sa recevabilité en tant que preuve est contestable. Le président de la Cour se tourna vers le procureur. Quelle est la position de l'accusation ? Nous avons déjà demandé une expertise approfondie à l'IRCGN. Le rapport conclut à l'absence totale de montage ou de manipulation sur cette cassette. Le procureur confiant remit le rapport d'expertise à la Cour. Le visage de l'avocat se décomposa. Au cours du procès, le procureur révéla que l'IRCGN avait réussi à restaurer une partie audio endommagée à la fin de la bande. Nous allons diffuser l'enregistrement restauré. Un grésillement emplit le tribunal, puis la voix d'Élodie résonna glaçante. Ta disparition arrangera tout. Un murmure parcourut l'audience. Chloé porta ses mains à sa bouche pour étouffer un sanglot. Sur le banc des accusés, Élodie baissa la tête. C'était un aveu, il n'y avait plus de place pour le doute. Le procureur se leva pour son réquisitoire final. L'accusée Élodie Martel a planifié ce crime avec soin pour toucher la prime d'assurance vie de son mari d'un montant de 150 000 €. Lorsqu'elle a appris que son mari voulait changer le bénéficiaire au profit de sa fille, elle s'est empressée de commettre son crime avant que le changement ne soit effectif. Le procureur brandit un document. L'accusée, avec la complicité de son amant Stéphane Laurent, s'est forgé un alibi, a empoché l'argent du sang de son mari et s'est enfuie aux États-Unis. Avec cet argent, elle a vécu dans le luxe et rêvé d'un nouveau départ. C'est le comble de l'inhumanité. Le président, le visage grave, regarda Élodie. « Accusée, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?» Élodie leva lentement la tête. Les traces de larmes séchées marquaient ses joues. Elle regarda sa fille dans l'audience et parla avec difficulté. « Je suis désolée pour ma fille, vraiment désolée. » Ce furent ses seuls mots. Le 15 avril 2011, jour du verdict à la cour d'assises de Paris, un silence de mort régnait dans la salle. Le président lut le jugement. L'accusée Élodie Martel est condamnée à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. À l'annonce du verdict, Élodie resta immobile, la tête baissée. Elle cacha son visage dans ses mains menottées et jeta un regard furtif à Chloé, assise dans l'audience. Chloé, les yeux humides, soutint le regard de sa mère sans ciller. Élodie baissa les yeux impuissante et fut emmenée par les gardes. Elle ne fit pas appel. Chloé resta seule dans la salle d'audience vide, supportant silencieusement le poids d'une vérité enfouie pendant 7 ans. En mai 2011, après l'incarcération d'Élodie, Chloé, le cœur à la fois soulagé et vide, retourna chez sa grand-mère. Devant la porte de la cave, elle hésita un long moment, la main sur la poignée rouillée, puis, se décidant, l'ouvrit en grand. Une odeur de poussière et de moisie flottait dans l'air.
La boîte contenant les affaires de son père était là. Chloé la transporta péniblement jusqu'au salon. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ?» demanda sa grand-mère, en sortant de la cuisine s'essuyant les mains sur un torchon. « Je vais trier les affaires de papa. Il est temps de le laisser partir. » Chloé, feignant le calme, ouvrit la boîte. Le Walkman, un vieux dictionnaire anglais-français et des dizaines de cassettes audio s'entassaient orphelins. En sortant les objets un à un, Chloé plongea sa main au fond de la boîte. Elle sentit la texture rugueuse d'une liasse de papier. Un paquet de lettres solidement maintenu par un élastique jaune. D'une main tremblante, Chloé retira l'élastique et déplia la première lettre. L'écriture familière et appliquée de son père lui brouilla la vue. 15 mars 2000. Ma Chloé, aujourd'hui tu es partie pour l'Amérique. Ton image me faisant signe de la main, en passant la porte d'embarquement, reste gravée dans mes yeux et j'ai du mal à repartir. Des larmes montèrent aux yeux de Chloé. Papa aussi va se mettre sérieusement à l'anglais, et quand je viendrai te voir, on pourra parler en anglais comme des chefs. D'ici là, mange bien et prends soin de toi. Chloé, se mordant la lèvre, passa à la lettre suivante. Tout 2001. 2002. Une pile de lettres écrites par un père en manque de sa fille, mais jamais envoyées, sans doute pour économiser le prix du timbre. 10 août 2002. Ma Chloé, j'ai dû casser mon plan d'épargne pour payer tes frais de scolarité ce mois-ci. Mais ne t'en fais pas pour papa. Que tu puisses étudier dans de bonnes conditions, c'est mon seul souhait. Le bout des doigts de Chloé tremblait. J'ai aussi retiré tout mon capital de retraite pour te l'envoyer. Les affaires au magasin ne vont pas fort en ce moment, mais je n'ose pas te le dire. Si je te disais que j'ai des difficultés, ma gentille fille que tu es, tu abandonnerais tes études pour revenir, et ça je ne le veux pas. Chloé laissa tomber la lettre et cacha son visage dans ses mains. Le fait que son père se soit saigné aux 4 veines pour financer ses études lui pesait sur le cœur comme un rocher. « Mamie ?» Chloé leva ses yeux humides vers sa grand-mère. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Qu'est-ce qui est écrit dans ces lettres ? C'est moi qui ai insisté comme une enfant pour aller étudier à l'étranger. À l'époque, mon père ne s'y est pas opposé, il m'a souri et m'a dit d'y aller. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il vivait dans de telles difficultés. » Simone s'approcha et caressa de sa main rugueuse le dos courbé de Chloé. « Ton père était comme ça. Même si son cœur était en miettes, il ne montrait jamais sa peine devant ses enfants. C'était un homme d'une grande pudeur. » Chloé déplia la dernière lettre, datée de décembre 2002, un mois avant sa mort. « Ma Chloé, en ce moment, je suis très fatiguée physiquement et moralement. Mais je ne devrais pas te dire des choses aussi faibles. Papa va bien, vraiment bien. Que tu deviennes quelqu'un de bien, c'est tout ce qui compte dans ma vie. » Chloé serra la lettre contre sa poitrine et pleura en silence. Ses larmes brûlantes tombaient sur le papier, faisant baver l'encre de son père. Quelques jours plus tard, par un après-midi ensoleillé, Bernard Lefebvre vint voir Chloé. Ils se retrouvèrent au coin d'une rue et s'assirent sur un banc dans un parc voisin, buvant un café. « Mademoiselle Moreau, cette longue, très longue affaire est enfin terminée, » dit Lefebvre en regardant les enfants jouer l'air amer. « C'est entièrement grâce à vous, inspecteurs. Sans vous, la vérité serait restée enfouie à jamais. Non, c'est moi qui ai honte et qui suis désolé. » Lefebvre baissa profondément la tête. « Si seulement j'avais été un peu plus méticuleux à l'époque, nous n'aurions pas perdu ces 7 années. Je n'aurais pas dû ignorer le témoignage de la voisine. » Chloé secoua la tête et prit la main de Lefebvre. « Ce n'est pas votre faute, inspecteur. À l'époque, il n'y avait que des soupçons, pas de preuves. Au contraire, je vous suis reconnaissante d'avoir conservé le dossier même après votre retraite. » Lefebvre, un sourire au coin de ses yeux ridés, regarda Chloé. « Même après avoir quitté l'uniforme, cette affaire m'est restée en travers de la gorge. J'avais constamment le sentiment d'avoir manqué quelque chose d'important. Maintenant, je vais enfin pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. Grâce à vous, l'honneur de mon père est sauf. Vous êtes mon sauveur. Merci infiniment. » En juin 2011, Chloé, vêtue d'un tailleur impeccable, se rendit à la compagnie d'assurance Alliance Vie. En tant qu'unique héritière légale de son père, elle entama les démarches pour la restitution des fonds issus d'un crime. Suite à la décision de justice, la procédure de recouvrement de la prime d'assurance versée à Élodie Martel fut lancée. Cependant, après 8 ans, une grande partie de la somme avait déjà été dépensée et seuls 70 000 € purent être récupérés. L'employé de l'assurance lui tendit une enveloppe. « Nous imaginons votre peine. Faut-il verser les fonds restitués sur le compte que vous nous indiquerez ?» Chloé regarda un instant par la fenêtre pensive. « Je voudrais faire don de la totalité de cette somme. Pardon, un don la totalité. Oui, c'est un argent trop lourd à porter pour moi. » Sur le champ, Chloé se rendit au siège d'une grande fondation caritative.
Assise dans le bureau d'un conseiller, elle déclara avec fermeté : « Je souhaite faire don de la totalité des 70 000 euros. Puis-je en choisir l'affectation ?» Le conseiller surpris hocha la tête. « Bien sûr, vous pouvez créer un fonds fléché. À qui souhaitez-vous que cet argent soit destiné ? Aux hommes d'âge mûr qui vivent seuls, en particulier pour prévenir la solitude et l'isolement de ceux qui, séparés de leur famille, ne peuvent même plus se nourrir correctement. » La voix de Chloé tremblait légèrement. « Et le reste ? Pour des bourses d'études destinées aux étudiants qui doivent abandonner leurs études par manque de moyens. » Entendu. Faut-il créer le fonds à votre nom ? Chloé secoua la tête avec un léger sourire. Non, au nom de mon père. Le fonds Didier Moreau. J'aimerais que l'amour qu'il n'a pas pu donner continue de se transmettre ainsi. Le conseiller ému nota le nom sur les documents. C'est une intention admirable et précieuse. Nous veillerons à ce que le nom de votre père brille en transmettant cette aide à ceux qui en ont le plus besoin. Quant à Stéphane Laurent, faute de preuves irréfutables de sa participation au meurtre, il échappa à la justice. Cependant, sa liaison avec Élodie Martel et ses agissements furent révélés au grand jour dans la communauté française des États-Unis. Il fut chassé de l'église qu'il fréquentait. Finalement, il quitta la Virginie et disparut sans laisser de traces comme un voleur dans la nuit. Par une chaude journée de juillet, Chloé retourna à Créteil. Devant la vieille papeterie, Jean-Pierre Girard, qui époussetait sa vitrine, l'accueillit avec un grand sourire. « Ah, Chloé, vous voilà, vous avez meilleure mine. »« Oui. »« Monsieur Girard, je suis venu vous saluer. » Chloé lui tendit un petit paquet cadeau. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi un cadeau ? C'est juste un petit quelque chose. Merci infiniment pour la photo que vous m'avez donnée. Grâce à vous, j'ai pu découvrir la vérité. » Jean-Pierre Girard prit le cadeau et se gratta la tête, l'air gêné. « J'aurais dû parler tout de suite. C'est moi le coupable d'avoir gardé le silence pendant 7 ans. Non, mon père vous avait fait promettre de ne rien dire. » Jean-Pierre Girard resta silencieux un instant, puis regardant l'intérieur de sa boutique, il parla à voix basse. « En fait, il y a une autre raison pour laquelle j'avais gardé cette photo. »« Ah oui, laquelle ? » 3 jours exactement avant sa mort, Didier est venu me voir et m'a dit « Jean-Pierre, si jamais il m'arrive quelque chose, promets-moi de donner cette photo à ma Chloé. C'est ma dernière assurance vie. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Mon père a vraiment dit ça. » « Oui. À l'époque, je lui ai dit d'arrêter avec ses idées noires, mais en y repensant, je crois qu'il avait pressenti son destin. Il a laissé une dernière preuve pour sa fille. » Chloé ferma les yeux. Le fait que son père, dans la peur de la mort, ait pensé jusqu'au dernier instant à laisser un fragment de vérité pour sa fille, lui transperça le cœur. Le 24 décembre 2011, la veille de Noël, était de retour. C'était le jour exact, 1 an plus tôt, où elle avait découvert la cassette de son père. Chloé, une écharpe autour du cou, ouvrit la porte de l'appartement de sa grand-mère. « Chloé, tu es là. Tu n'as pas froid ?» l'accueillit Simone avec un sourire chaleureux. « Non, mamie, je dois aller à un endroit. » Chloé se tint devant la porte de la cave. Dans sa main, elle tenait le vieux Walkman de son père avec des piles neuves. Elle mit les écouteurs, inséra la cassette qu'elle avait arrêtée 1 an plus tôt et appuya sur play. Un grésillement, puis la voix maladroite mais tendre de son père s'éleva. « I miss my family ». Chloé s'adossa au mur froid et ferma les yeux. Le vent glacial de l'hiver lui caressait les joues rougies. « How are you doing, my daughter Chloé ? Tu manges bien, j'espère. » Vers la fin de la cassette, à travers le grésillement, la dernière phrase de son père se fit entendre. « I love you, Chloé. Always. » Des larmes chaudes coulèrent des yeux fermés de Chloé. Elle appuya sur stop et resta ainsi un long moment, comme si la chaleur de la voix de son père était encore présente à ses oreilles. Chloé serra précieusement le Walkman contre son cœur. En sortant de chez sa grand-mère, elle leva les yeux vers le ciel nocturne. Dans le ciel d'hiver d'un bleu particulièrement glacial, une étoile scintillait comme si elle veillait sur Chloé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un petit commentaire pour me dire que vous avez apprécié serait d'un grand soutien. J'espère que votre journée sera empreinte de lumière et de sérénité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Merci.